todo el mundo, bienvenue dans Ça déraille, le podcast qui va décrypter une course qui sera remportée par la Jumbo-Visma. Vous avez compris, on va faire la preview de la Vuelta aujourd'hui, première partie assez classique, le parcours, les favoris, et une deuxième sur nos amis les Français. Il y a des jeunes loups qui ont faim d'ailleurs, les Belges, enfin surtout le Belge aussi est bien présent. On le garde pour la première partie, on va s'occuper que des Français dans la deuxième. Et on parle de Belge, ça tombe bien puisqu'il y a James qui est là. Salut James, comment vas-tu ? Je vais très bien, je suis hyper chaud là. T'es hyper chaud, ouais, mieux que le micro aujourd'hui. Avec moi autour de la table, spécialiste du cyclisme ibérique, Rémi Dos Santos. Hola. Ça tombe bien. Hola. Está. Oui, très vénère cet accent espagnol. Est-ce que vous êtes caliente pour commencer sur la Vuelta ? On va se régaler parce qu'on adore toujours cette course de fin d'année où c'est toujours n'importe quoi. Il y a un défi, on met un mot espagnol dans chaque phrase. Oui, là c'est cadeau parce que quand je prépare, je me sens un petit peu foufou quoi. Claro. Oui, bon. Claro que si. Allez, c'est parti pour le départ. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. Un chrono par équipe pour commencer, des étapes difficiles. En veux-tu, en voilà, un chrono tout plat, une étape reine en France et l'Angliru pour finir en dessert. Voilà ce qui attend les coureurs de cette 78e Vuelta. Rémi, j'ai envie de dire, un parcours somme toute classique, c'est la Vuelta, quoi. Un petit chrono, voilà, vite fait, histoire de passer une petite pilule. Et puis après c'est 3 sprints, oui, évidemment 3 sprints, dont le dernier à Madrid. Et puis derrière, voilà, ça grimpe, quoi. C'est la Vuelta. Voilà, avec des radars de 700 mètres à 28% de moyenne. Ça, plus il y a de pourcentage. Un jour, ils vont faire un looping pour aller pour la Volta. Je pense qu'il y a un moment, ils vont devoir trouver. Je sais pas comment ils arrivent entre eux. Je sais pas, j'ai regardé le parcours évidemment, mais je connais pas encore tous les radars, toutes les petites bosses, toutes les arrivées. Je sais pas s'il y a des inédits cette année. Je sais pas comment ils font pour en trouver à chaque fois parce que. L'Espagne, tu sais, l'Espagne c'est vaste, c'est vaste, il y a plein de choses. Déjà en France, on a l'impression d'avoir fait tous les cols et à chaque fois ils nous ressortent un col qu'on a jamais vu. Tous les 3 ans. D'ailleurs, il y a un inédit sur la Vuelta avec l'étape du Tourmalet. Il y a un petit col aussi qu'on n'a pas vu. Je vous dirai son nom tout à l'heure parce qu'il m'a échappé. James, un petit chrono tout plat, 26 km, c'est bon pour Remco, ça, c'est parfait. C'est l'idéal, c'est parfait. C'est bien qu'il y ait quand même, pour contrebalancer cette abondance de cols, qu'on ait vraiment un chrono tout plat. Parce que autour, je trouvais que le chrono était aussi difficile. Et donc encore plus propice aux grimpeurs. Là, c'est vraiment pour les rouleurs. Donc c'est histoire d'équilibrer un peu le parcours. Moi, j'aime bien. Donc tu apprécies aussi la Vuelta avec tous ces cols et toutes ces difficultés à chaque fois parce qu'il y a du rebondissement, c'est vrai, dans la Vuelta. C'est pas forcément, on sait pas, tout ne se fait pas dans les 3 derniers jours en montagne. C'est vraiment un grand tour qui est à part et surtout les formes parfois sont oscillantes. Oui, c'est un grand tour qui a toujours un peu ses propres caractéristiques. Déjà des étapes qui sont assez courtes dans l'ensemble. Je veux dire, c'est rare les étapes qui dépassent 200 km sur la Vuelta. C'est pas comme au Giro, on a des journées de 225, 230, parfois 250. Là, c'est aussi la caractéristique de la Vuelta, c'est des étapes explosives, courtes, où justement c'est propice au spectacle. Et je pense que là, vu le menu concocté avec des étapes difficiles un peu partout, parce que c'est pas vraiment, on n'a pas de 3e semaine comme on a eu par exemple au Giro, la 3e semaine de la mort. Là, il y en a un peu partout, donc ça je trouve ça pas mal. C'est le col de Spandel, voilà donc le col que je cherchais tout à l'heure avec donc cette arrivée au Tourmalet. Ça aussi, ça va être appréciable pour nos amis les Français. On passe un petit bout en Andorre, on passe un petit bout en France aussi pour la Vuelta cette année. De plus en plus. Il fut un temps, il passait jamais en France, et là depuis quelques années, ça commence à au-delà du départ à Nîmes. Par contre, c'est un peu saoulant quand même. Oh bah attends, tu voudrais qu'ils aillent en Belgique, toi, évidemment. mais même pas qu'ils aillent en Belgique. Moi, par exemple, je vais te faire plaisir, Rémi, mais je ne comprends pas qu'on n'aille pas plus souvent au Portugal. Merci. On peut arrêter l'émission là-dessus. Mais c'est vrai. Tu vas aller en Algarve. Mais monopolise déjà toute l'actualité au mois de juillet. Le Tourmalet, il est connu, reconnu. Pourquoi aller encore une fois aller chercher le Tourmalet ? Vous n'allez pas me sortir qu'il n'y a pas assez de cols en Espagne pour aller. Je trouve que ça dessert un peu la Vuelta d'aller chercher
le Tourmalet, ascension mythique certes, mais c'est bon quoi. Ça va faire 3 fois en 6 semaines, quoi. Tour de France Ça femme, fait, Vuelta. ça fait beaucoup de trop. Ben oui, c'est un peu nul quoi. C'est la star moi, ça me fait pas rêver ça. De cette année, le Tourmalet. Il y en a un message d'Edgar52 qui dit le Spandel a déjà aperçu sur le Tour 2022 avant Takam. Oui, je parlais pour l'Espagne qui avait déjà été du côté du Tourmalet de mémoire sur une édition. Alors, on parlait du chrono, donc voilà, un petit chrono de 26 km qui avantage Remco, mais bon, le Belge va devoir se battre face à l'armada de la Jumbo-Visma, Roglic, Vingegaard en leader, Kuss en porte-bonheur pour un 3e grand tour dans l'année, du jamais vu, ça serait une première. Franchement, qui peut les stopper, qui peut les battre ? Je dis les, Roglic, Vingegaard, ils peuvent choisir, ils font tu veux gagner ? Non, toi, moi. Enfin bref, c'est quand même incroyable cette armada qui arrive. Ils peuvent se manger entre eux. T'as toujours le risque que ça puisse arriver. Ça s'est bien passé, la tactique que personne n'avait comprise parce que tout le monde était idiot a bien fonctionné sur le tour, manifestement. Je sais pas quelle est la tactique là sur cette Vuelta. Est-ce que c'est Roglic le leader ? Est-ce que c'est Vingegaard ? Est-ce qu'ils décideront au bout d'un certain temps ? S'il décide au bout d'un certain temps, c'est que Roglic va tomber et que du coup Vingegaard sera leader. Comme souvent, oui. Qui peut les stopper ou un homme très 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 solide, donc un Remco. En vrai, je vois pas qui d'autre. Ayuso, on nous dit dans le chat, mais on en parlera d'Ayuso, bien sûr, 3e l'année dernière. C'est compliqué quand même. Qui a quand même Almeida dans l'équipe, mais ça, on y viendra un petit peu plus tard pour UAE. Moi, je voulais poser la question à James. Est-ce que tu penses que la hiérarchie, avant le début de la course, elle existe déjà dans l'équipe Jumbo-Visma ? Est-ce qu'on a dit, Vingegaard, tu seras leader, ou inversement, Roglic, tu seras leader ? Non, je pense que le message a été plutôt dans le sens... Maintenant, vous démarrez à 50-50. Il n'y a pas de raison que Roglic soit inférieur au niveau de la hiérarchie. Il a gagné 3 fois la Vuelta, il a gagné le Giro. Vingegaard, c'est l'inconnu. On ne sait pas comment il peut digérer 2 grands tours dans l'année. Il n'a aucun repère par rapport à ça. Roglic s'est préparé spécifiquement pour cette Vuelta. Il a tout fait pour être à 100%. Donc, moi, je trouverais même que ce serait une bêtise de leur part de dire on va déjà en mettre un devant l'autre. Ils sont d'un niveau plus ou moins équivalent quand ils sont à 100% tous les deux, même si Vingegaard a vraiment été très impressionnant au Tour de France, voire même intouchable. Donc, on verra bien. On sera fixé, vous savez, dès le 3e jour, on aura déjà une idée plus ou moins déjà claire des forces en présence. Ouais, même si déjà fois, sur le contre-la-montre par équipe, ça peut aller très Ouais, contre-la-montre par équipe, si la Jumbo-Visma met 1 minute à tout le monde, bon, ça étonnerait parce qu'au Tour de Barcelone, il y a pas beaucoup long. C'est pas très long. Du coup, voilà, Vingegaard est là. D'ailleurs, il a annoncé qu'il se sentait aussi bien que sur le Tour de France. Donc c'est bon, Rémi, c'est plié en fait cette histoire. Si jamais il est aussi bien que sur le Tour de France, qui peut battre une fusée par une autre fusée, c'est difficile. Non, mais c'est fini. De toute façon, tu l'as dit en préambule, la Jumbo allait gagner. Oui, mais bien sûr. En fait, parce qu'en fait, dans les derniers articles que j'ai pu lire sur certains médias, on mettait Remco Evenepoel grand favori de cette édition, genre la Jumbo qui va courir après Remco. Ça va pas être le cas. James rassure-nous parce que Remco, il a encore des choses à prouver en haute montagne. Certes, c'est le tenant du titre, mais voilà, il faut aussi qu'il montre face à une adversité bien plus que Enric Mas, par exemple. Ben voilà, tu as tout dit. Il doit encore faire ses preuves face à une adversité autre que celle de la Vuelta de l'an dernier. Alors, Mas de l'an dernier, le Mas de la fin de saison 2022 était un Mas collector, Mas muy bien, mais et de là à rivaliser en plus avec Poggi sur les classiques italiens, donc il était vraiment à un très haut niveau. Et maintenant, c'est face à plusieurs individualités et déjà un duo, Roglic, Vingegaard, très costaud. On ne sait pas si au Giro ce que ça aurait donné entre les deux, puisque Remco a dû quitter précipitamment le Tour d'Italie. Et puis, il y a certainement, on peut en parler, mais Juan Ayuso qui, dans l'aventure, va passer un cap. Donc, il y a une adversité qui est autre, qui est différente par rapport à l'année dernière. Là, aujourd'hui, c'est le vrai test grandeur nature pour Remco Evenepoel sur les grands tours. C'est ça qui va aussi conditionner un peu le schéma pour le Tour de France 2024.
très très important, cette Vuelta. Du côté de la Jumbo-Visma, on a Primoz Roglic, on a Vingegaard, donc Kuss, Kelderman, Van Barle, Walter, Gesink, Tratnik. Alors, je te donne la compo de la Soudal Quick-Step, mon ami James. Alors, c'est Louis Vervac avec Mathieu Cataneo, Baggioli, Jan Hurt, James Knox, Casper Pedersen et Peter Seri. C'est quoi cette équipe giga faible? C'est abusé, non? C'est léger, hein. C'est très très léger. Et franchement, j'ai jamais vu une équipe aussi faible autour d'un leader qui veut gagner un grand tour, quasiment, enfin, de mémoire, d'homme. Et vu que ça s'arrête assez vite, parce que... Et c'est une équipe qui, en fait, aurait été suffisante sur la Vuelta 2022. Oui. Ça aurait été suffisant d'avoir juste ça. Le problème, c'est qu'on se heurte à un effectif, en l'occurrence Jumbo-Visma, supersonique. Et de toute façon, on peut regarder les autres équipes, à part Ineos et UAE, toutes les équipes à côté paraissent super faibles. Donc, en soi, la Soudal Quick-Step, l'équipe comme ça, oui, vu le plateau vu l'équipe de la Jumbo-Visma, oui, ça paraît beaucoup plus faible, mais intrinsèquement, ce sont encore des coureurs qui ont quand même des qualités. Andrea Baggioli, c'est pas dégueulasse, mais le problème, c'est que face à je sais pas comment les appeler, face à la constellation des étoiles, là, à Star Wars, eh bien, Soudal Quick-Step va rester, à mon avis, à terre, quoi. Par rapport à ce collectif-là. Moi, je m'inscris en faux sur ce que dit James par rapport aux autres équipes. L'Autodestiny avec Eduardo Sepulveda en grimpeur, c'est extraordinaire. Oui, voilà. Ça fait rêver. C'est une grosse équipe, là, l'Autodestiny pour cette Attention, pour l'Autodestiny, celui qui va peut-être mieux se débrouiller en force, c'est Lennart Van Eetvelt. Ah là, j'en étais sûr. Oui. Je commence à le connaître, mon James. J'en étais sûr qu'il allait aller là-dessus. Bon, ça parle aussi dans le chat de l'équipe Bora, qui est une grosse équipe lors de cette Vuelta. On va commencer, on va dire, dans l'ordre chronologique des favoris. D'abord, UAE Emirates avec Ayuso, 3e l'année dernière. Il a eu quelques difficultés cette année, il a mis du temps à revenir aussi parce qu'il y a une blessure. En début de saison, il est revenu, il a gagné, il a rechuté. Point d'interrogation sur Ayuso, surtout avec la présence du grandissime favori pour Rémi Dos Santos, c'est Joao Almeida. Dans les deux en même temps, pas sûr que Ayuso soit leader d'entrée pour moi aussi. Je pense que sur le papier, il n'est pas forcément leader dans l'équipe UAE. Je pense que sur moi, ce que je vois d'extérieur, j'ai pas lu grand-chose là-dessus. Pour moi, Joao Almeida sera leader de base de UAE, tout en sachant que tu as Ayuso derrière qui sera, je pense, dans un premier temps protégé et prendra sa chance s'il le peut et prendra le lead si jamais Joao est en difficulté. La Vuelta est peut-être le tour qui lui correspond le plus à Almeida, qui est quand même beaucoup moins grimpeur que l'est Ayuso, par exemple. Le chrono peut lui permettre en tout cas de limiter les dégâts par rapport à un Remco ou un Vingegaard, voire prendre du temps sur d'autres leaders, Henrik Mas par exemple. Oui, pas difficile. Donc en soi, tout le monde va le faire. Oui, oui, c'est vrai. Même moi. Je pense que mais Ayuso aussi va très bien en chrono et tout. James, toi, t'en penses quoi? Ayuso, c'est le 4e homme. Je dis 4e parce qu'on a déjà 2 à la Jumbo et 1 du côté de la Soudal Quick-Step. On n'en est pas loin, même si je me méfie encore d'un Geraint Thomas ou d'un Vlasov, mais il faut voir aussi Henrik Mas, mais en tout cas, il est dans cette panoplie-là, ce petit peloton-là qui s'installe derrière Roglic, Vingegaard et Remco, derrière ce trio-là. Mais devant Almeida pour toi? Toi, dans la hiérarchie déjà, dans ta tête, tu penses qu'il va être devant? 50-50, on va faire la même chose que chez Jumbo-Visma, on verra bien. Pourquoi désigner? Je ne comprends pas toujours cette idée pourquoi avoir le besoin de définir un leader tout de suite unique quand on a 2 coureurs pratiquement du même niveau? Laissons les jambes parler et après on verra bien. Il y a des équipes où c'est bien clair, mais là on a 2 éléments franchement qui peuvent revendiquer ce statut de leader dans l'équipe. Pourquoi aller s'amuser à faire une hiérarchie d'entrée de jeu? Tu sais, ça déraille, c'est le cyclisme à l'ancienne, nous on aime bien un leader. Dans l'équipe, c'est un leader, un sprinter, des équipiers, voilà, c'était très carré ici. Donc, dans les autres favoris et outsiders, on va dire maintenant, Henrik Mas, donc 2e l'année dernière, il ne faut pas l'oublier, qui fait partie des favoris. Geraint Thomas, donc avec l'équipe Ineos, avec Bernal Arensman. Il y a aussi la Bora, donc à l'intérieur de la Bora, il y a Vlasov. Il n'y a pas que Vlasov, parce que j'ai regardé, c'était vraiment assez fort. Higuita, Kemna.
Higuita. Ouais, Kamna, Et puis Higuita. t'as Kian. Et il y a Kian. Il y a Kian Uijtebroeks. Et ouais, il y a Uijtebroeks, peut-être le numéro 1 belge bientôt, si Remco a encore le Covid, un truc comme ça. Voilà, donc il y a une grosse équipe chez Labora. Tu voulais dire quelque chose, James? Non, c'est très dense. Hein. Il y a Vlasov, Higuita, Kamna, Uijtebroeks, Buchmann, Nico Dens. Ouais, non, c'est une très bonne équipe. Faut voir si ça peut, si ça peut bien s'imbriquer, mais collectivement, c'est très costaud. Hein. Non, c'est cool. Alors, c'est ce qu'il faut. J'ai pas grand chose à dire sur Henrik Mas, notamment. On connaît ses qualités. Il a eu des petits soucis sur le Tour de France, donc il arrive sur la Vuelta, c'est sa meilleure période de l'année. Voilà. Alors, avant, on compte jamais sur lui, et après, on voit qu'il fait partie des meilleurs. Donc, bon, après, encore une fois, c'est un podium pour lui et pour Henrik Mas. Une victoire, si jamais il y a une victoire, on serait très heureux, hein, parce qu'enfin, Henrik Mas touche du doigt son rêve. Mais voilà, Henrik Mas, pas grand chose. Par contre, Ineos. C'est pas mal, Ineos. Geraint Thomas, donc en leader, mais il y a aussi Egan Bernal. C'est vrai que sur le Tour de France, il a été en retrait, mais peut-être que là, la Vuelta, c'était sa vraie ambition. Il y a Thymen Arensman qui était présent l'année dernière, qui a fait top 10. Voilà, il y a quand même des coureurs intéressants. On n'est pas sûr aussi de la hiérarchie. Après, Geraint Thomas qui a fait un excellent Giro, qui a été très fort. Rémi, je sais pas ce que tu en penses, mais... voilà, je trouve que c'est un peu trouble avant d'arriver sur cette Vuelta Ineos. C'est vrai que quand tu regardes sur le papier, l'équipe elle est solide, hein, ça reste Ineos, mais il manque ce petit truc un peu fun. C'est à Ineos Sky, quoi. Tu sais que c'est réglé et tout, mais là il n'y a pas de folie, tu vois, je trouve, dans cette équipe. Et qui ressortir entre Geraint Thomas, Thymen Arensman et Egan Bernal, évidemment Thomas. Il a fait un bon Giro, certes. Maintenant, est-ce que je le vois réussir sur une Vuelta? Je suis moins convaincu. C'est pas le même profil. C'est pas le même profil. Geraint Thomas, c'est pas l'explosivité. Hein. C'est un mec qui va rester à 30 secondes grand max quand tu le lâches en montée, mais sur des montées longues où il peut lisser son effort. Sur des trucs très punchy, sur du punch, je pense qu'il va être beaucoup plus en difficulté. Tu crains aussi pour Geraint Thomas, James, ou pas? Tout à fait dans la lignée de ce qui a été dit. Pas le coureur le plus explosif, donc du coup, je crois un peu moins pour Geraint Thomas sur cette Vuelta par rapport au Giro. Ouais. Moi, ce que je voulais surtout dire, c'est que pour le chrono par équipe, c'est du très costaud. Hein. Quand on voit Castroviero, Arensman, Ganna, Thomas et Lorenz de plus, ouais, là c'est quand même assez violent. Hein. On peut être loin de Jumbo-Visma, je pense, sur le chrono à Barcelone. C'est peut-être l'équipe qui fait le plus peur. Il y a aussi UAE Emirates avec Almeida, Yusso, ça roule pas mal. On a aussi Jay Vine, Marc Soler, c'est Rui Oliveira, Fischer Black, voilà, donc des coureurs qui sont assez costauds. Donc, et la grosse cote pour le chrono par équipe, pardon si je peux t'interrompre, c'est IF, personne n'en parle. Mais ils ont quand même fait 2 fois deuxième sur des chronos par équipe cette saison. Mais alors, personne n'en parle si c'est la grosse cote du chrono par équipe. Hein. Je les verrais bien s'inviter sur le podium. Quoi. Ouais, surtout avec la présence de Bissegger, le Suisse, qui est bien aussi pour tirer les wagons. Une belle locomotive. Ouais. Alors, j'avais écrit, je ne sais pas si vous avez le temps de voir sur le drive, donc pour les coureurs ou l'équipe à suivre, justement, on a le temps de donner ces petits coups de cœur de cette Vuelta. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Moi, je notais comme coureur, c'est Max Poul chez DSM. Je sais qu'on a notre ami Romain Bardet qui est présent dans cette équipe. On en parlera après, c'est pour ça. Oui, on en parlera après, mais c'est juste Max Poul, assez curieux de voir ce qu'il peut faire sur ce genre de parcours, surtout que lui, il est un peu plus explosif. Donc voilà, pour moi, c'est la personne que je vais suivre, le coureur que je vais suivre lors de ces 3 semaines, en espérant qu'il n'abandonne pas au bout de 3 jours. Rémi, toi, tu as pensé à qui? Tu veux une équipe Alors, j'ai fait les deux, mais en même temps, c'est dans la même équipe. Donc, ok. Bon, après, vous le savez, hein, comme vous nous écoutez depuis 3 ans, vous savez que j'adore Labora. Ouais, ce collectif de Labora, on en a parlé, je vais pas revenir dessus, mais le collectif, il me plaît énormément. Individuellement, les mecs me plaisent, mais surtout, j'ai envie de ressortir Kian. C'est son premier grand tour. Donc j'ai quand même envie de voir ce que ça peut donner sur 3 semaines. Je sais j'attends pas qu'il fasse un top 10 ou qu'il gagne 2 étapes. Hein. Je sais qu'il en est capable. Il faut qu'il regarde droit dans les yeux Lenny Martinez qui arrive très fort et on sait très bien qu'il y a un duel. Il va y avoir un vrai duel pour le maillot de meilleur jeune. Il va y avoir des vrais duels. Hein. Même au-delà de Kian et de Lenny Martinez.
Il y a du beau monde pour le maillot de meilleur jeune. Mais ouais, du coup, j'ai envie de voir ce que ça peut donner sur. Si sur Remco 3 est semaines. encore éligible, cher ami. Ah, et puis Remco, bien sûr, oui. On non, mais oublie de toute façon, toujours des Pogacar et Remco. Et Mais James, surtout, il compte Je pense pas. que c'est il compte surtout pas. la deuxième place du maillot du meilleur jeune qui est J'avais fait. oublié, je suis bête. James, Kian, alors, c'est en 3 semaines. Kian, on va voir. Gagner une étape, ça va être compliqué parce qu'il n'a pas d'explosivité. Ça va être son gros problème et je pense qu'il va traîner ça pendant encore de nombreuses années. Pas d'explosivité, ce garçon. Très bon grimpeur, très bon suiveur, mais c'est pas plus explosif. Donc, du coup, voilà, ça ne va pas être facile pour Kian. Maintenant, c'est le grand tour où il a le moins de pression. Un petit général, pourquoi pas. Moi, je sens bien qu'un petit jeune va faire un top 10 devant. Faut pas me demander lequel, hein, mais je sens bien un petit jeune débutant top 10 sur son premier grand tour. Ça peut très bien tomber sur Kian. Ça peut être très bien Max Poole que je sens vraiment pas mal. Pourquoi pas Et toi, tu vois, c'est qui ton coureur à suivre? On me propose Filippo Zana dans le chat, bien sûr, qui fait partie des coureurs qui ont émergé cette saison. Ouais, Filippo Zana, il y a Dunbar aussi, la Jayco. Dunbar aussi est là, qui a remporté l'an dernier la course. Le Tour de Slovénie, Zana. C'est la dernière course, c'était au mois de juin, donc il a repris que maintenant. Bref, James, t'avais 2-3 petites choses à dire, non, peut-être? Non, moi, pour répondre vite fait à la question, c'est moi, je suis curieux de voir les jeunes, en fait, les débutants qui vont faire. Mal. Simplement, il y en a un paquet, là, les petits jeunes, notamment Romain Grégoire. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Oui, Lennart von Edfeld, Samuel Watson, voilà, Kevin Vauquelin. Je vais presque dire que je suis français, je parle que des Français, c'est incroyable. Mais c'est vrai que je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Kim Hajduk, pourquoi pas au sprint du côté d'Ineos, pourquoi pas créer, je sais pas, une surprise. Il y a tellement peu de sprinteurs que tout est possible, même si je sens quand même Molano assez chaud. Ah ouais. Mais donc voilà, les petits jeunes, moi. Ouais, tu fais la transition parfaite pour la dernière partie de cette première partie. Pour les sprinteurs qui sont souvent très rares, hein, sur la Vuelta, il n'y a pas beaucoup d'occasions. On a Brian Cocard, Caden Groves, donc pour Alpecin, Marine Vandenberg, attention à lui parce qu'il va très vite. Le coureur d'IF aussi, toujours des équipes un peu surprises qu'on ne voit pas venir. Gerben Tissens aussi pour nos amis belges, Alberto Dainese qui a maintenant l'habitude des grands tours et de gagner sur les grands tours. Et Molano aussi qui a remporté une étape l'année dernière. Bon, c'est pas un gros plateau de sprinters, mais bon, peut-être qu'on va voir de belles surprises. Ouais, c'est assez ouvert. C'est ouvert, je pense que ça peut faire des beaux sprints. Ça va être sympa. Il n'y a pas de gros train, c'est évident. Donc c'est un petit peu en solo ou en duo que ça va se jouer. Donc ça va être intéressant à voir. Si tu me demandes là aujourd'hui de mettre une pièce sur le maillot, le classement par points. Le vainqueur du général, comme souvent, ce sera pour Primož Roglič, mais s'il fallait mettre le vainqueur du classement par points sur un sprinter, je mettrais Caden Groves. Je lui donne l'avantage, logiquement. Mais attention à Dainese, et puis c'est vrai qu'il y a quand même des petits noms sympas sur la start list. On espère une victoire de Cocard, évidemment. Ah oui, ça serait dans la deuxième partie. Tu l'espères dans la deuxième partie. Je l'espère pas tout de suite, bien sûr. James, les sprinters, ça te plaît? Alors j'ai noté 4 occasions, hein, et encore 4 occasions. C'est beaucoup tu trop. Tu peux avoir aussi des étapes un peu escarpées où, par exemple, Caden Groves peut passer ou Brian Cocard, ça c'est sûr. Mais bon, véritable étape plate de sprint, il y en a 4. Ouais. Oui, écoute, il faut voir si ces 4 sprints ont lieu. C'est une question que je vous lance, est-ce que dans ces 4-là, il y a une étape où ça pourrait péter dans les bordures, quelque chose comme ça? Ah ouais, c'est ça, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis ça. Après, je t'avoue que je ne connais pas le vent, l'état du vent encore en Espagne. Bon, il fait très chaud, ça c'est sûr, je peux te le dire. Mais voilà. Dans le Pays Basque, il doit faire 20. C'est pour ça qu'il y a 4 véritables occasions. Après, est-ce que tu auras le temps? Dans les occasions, tu comptes ces étapes où ça commence, ça grimpe dans tous les sens, et après sur les 60 derniers kilomètres, c'est tout plat. J'ai pas. Je pense qu'il y en a quelques-unes, mais ça peut passer. Je sais pas. Moi, j'aime bien Marine Vandenberg, là, le néerlandais de DF qui a gagné sur le Tour de Pologne. J'ai l'impression que ça sera l'une des belles surprises de cette Vuelta. 24 ans, je pensais qu'il était un petit peu plus jeune. Mais voilà, donc pour les
les différents coureurs. On passe à on attaque pas. Je pense qu'on a fait une bonne partie de cette Vuelta qui m'a l'air alléchante sur le papier avec des surprises, on l'espère. Et on l'espère du côté français surtout. Mais ça sera juste après on attaque pas. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Bon, j'ai plein de choses. J'ai plein de choses parce qu'ils ont décidé de foutre toutes les courses en même temps. On a du René Tour avec Philipsen, on a du Tour de l'Avenir, du Tour d'Allemagne, du Scandinavia Tour pour les filles. Voilà donc pour les événements. Le Tour du Poitou-Charentes, bien sûr, j'ai oublié avec l'abandon de Thibaut Pinot et Paul Pénoët qui brille là-bas. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc Philipsen qui gagne comme d'habitude le sprint. Tac, de Sivakov, alors là je parle des résultats. Ensuite, j'allais venir sur les à côté. Donc Sivakov qui sort la sulfateuse concernant Ineos, déçu de ne pas avoir été pris sur la Vuelta. On a donc Arnaud Delis qui prolonge jusqu'en 2026 avec la Lotto Destiny. Et on a aussi malheureusement Till De Decker qui est vainqueur du Paris-Roubaix Espoir cette année, victime d'un grave accident à l'entraînement il y a quelques jours. Voilà donc. C'est hier. C'était hier déjà, j'ai noté, je ne savais même plus. Donc c'est hier, pardon, excuse-moi, je crois que c'est il y a quelques jours. Donc voilà donc pour les mauvaises nouvelles. Rémi, tu voulais parler de quelque chose en particulier à l'intérieur de ces différents... Le Tour de l'Avenir, c'est toujours intéressant évidemment. Oui. Le Tour de l'Avenir féminin. Ouais, première édition d'ailleurs. Voilà, et ça pour le coup je trouve ça hyper intéressant parce que vrai. Ça va être une belle occasion pour les filles d'avoir des courses de haut niveau plus tôt. Et c'est vrai qu'on en a discuté notamment quand on a débriefé le Tour de France féminin. Le niveau est assez hétérogène. Ça peut permettre, je pense, de faciliter la nivellation du peloton. Sur le Tour de l'Avenir, par exemple, il y a une équipe mexicaine. Enfin voilà, il y a pas mal de choses aussi. Donc, ce qui permet aussi de voir un petit peu tout et de se frotter au plus haut niveau. Exactement. Pour pas mal de coureuses, du coup, pour le Tour de l'Avenir féminin. Exactement. Et puis sinon, vite fait, Sivakov. Bon, je comprends ce qu'il veut dire, mais le mec se barre à la fin de la saison. Ah ouais, mais bon, il fait partie d'Ineos. Ça veut dire que tu signes à partir du mois d'août, tu peux plus faire de course. Tu peux me dire qu'il ne peut pas prendre la place de Kim Hajduk ou d'Omar Fraile. Bon, Omar Fraile, fait grand chose non plus. Sivakov cette année, c'est pas. Même sans qu'il parte, je suis pas choqué s'il fait pas la Vuelta. Alors qu'il est mauvaise parce que. Il s'est entraîné pendant 3 semaines avec l'équipe de la Vuelta et que finalement il la fasse pas. Je pense que c'est pas que son départ, je pense que c'est aussi au niveau des résultats et tout. Je comprends qu'il l'est mauvaise, mais bon après c'est pas choquant qu'il soit pas pris quoi. Faut faire un choix à un moment, c'est logique. Donc voilà ce que tu as retenu de on attaque pas. Oui, on a des messages de Acola60 qui veut qu'on parle de Sam Gaze. Non, merci. James. Oui, pour revenir à Sivakov. On le sait, quand tes coureurs ont signé ailleurs, ça arrive dans beaucoup d'équipes, ils se font ranger, tout simplement, ils sont mis au vestiaire, c'est un petit peu dommage et c'est encore une fois probablement le cas, donc c'est vrai que c'est toujours regrettable. Et pour le reste, écoutez... Arnaud Delis, qui prolonge en 2026 peut-être. Bien sûr, oui, c'est sympa, ça veut dire que voilà, l'auto peut construire... autour de lui pour les 3 prochaines saisons, ce qui devrait, si Arnaud Delis reste en bonne santé, assurer le retour de la Lotto Destiny, sauf catastrophe, en World Tour très prochainement, c'est-à-dire dans 2 ans. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour l'équipe Lotto Destiny. Donc c'est bien, et maintenant surtout j'ai envie de dire, je croise les doigts pour Till De Decker, j'espère que ça va aller. Qui va s'en sortir parce que ce serait malheureux quoi. Malheureusement. Et le problème c'est que ça arrive tout au long de la saison. C'est pas le premier, ça devient vraiment malheureusement un des marronniers de notre. C'est vrai que de plus en plus on entend. Sport. Chaque année, on lit ce genre de nouvelles, victimes d'un accident à l'entraînement. Mais il y en a vraiment marre quoi. Que ce soit en Belgique, en France, en Italie ou en Espagne, chaque année il y en a plusieurs et ça devient terrible. Enfin, je ne sais pas, il y a peut-être une réflexion à avoir là-dessus, mais ça se multiplie et ça n'arrête pas. Et chaque année, c'est la même rengaine. Donc, et chaque année, on est là, on prie pour qu'il n'y en ait pas un qui meurt, tout simplement. Donc, c'est pas chouette, quoi.
Bon, en tout cas, oui, on espère bien sûr un prompt rétablissement pour le Belge, donc l'avenir des coureurs espoirs de la Belgique. Mais il y en a tellement en Belgique, vous avez un réservoir en ce moment, c'est terrible. Ouais. On va passer au sprint final parce que les Français, ils attendent depuis tout à l'heure dans la chambre d'à côté. On va les faire rentrer maintenant. Oh le coup de tête! Oh le coup de tête de Marco! Oh le deuxième coup de tête de Rencho! Oh que ça c'est pas bien! On repart donc sur les routes d'Espagne avec un contingent français assez intéressant. Nous avons Bardet, Coquard, mais aussi et surtout les genoux de la Groupama FDJ, Romain Grégoire et Lenny Martinez. On va commencer par le dernier dans la liste, Lenny Martinez, qui est peut-être le coureur le plus attendu sur cette Vuelta, Rémi, avec ce jeune Français qui va sans doute reprendre le flambeau d'un certain Thibaut Pinot qui s'arrête à la fin de la saison. Est-ce qu'on en espère beaucoup du côté de Rémi Dos Santos, de Lenny Martinez ? Évidemment. Enfin, je veux dire, sur cette Vuelta, pas forcément, attention, hein, je suis hyper excité. Je suis très content qu'on ait déjà tout ce contingent français. Ouais. Je pense qu'on va bien se régaler pendant 3 semaines. Mais évidemment qu'on attend de voir Lenny Martinez sur une telle course, qu'on a envie de voir ce que ça peut donner. Il n'y a pas de pression. En plus, c'est une équipe espoir, hein, la Groupama FDJ. Enfin, à part Rudy Mollard, c'est pas très très vieux. Tweet, post, parce qu'on dit plus maintenant Oui, tweet sur, voilà. sur X post, très drôle de X qui a mis j'espère que Mollard a son BAFA Dans la a appris musette, excellent. l'incomposition. Excellent, j'ai Excellent. trouvé. Et C'est vrai que c'est le vieux, c'est le daron avec tous les petits jeunes à côté, c'est impressionnant. On n'a que des gens qui sont des coureurs qui sont issus de la Conti d'ailleurs, donc non mais Lenny Martinez, oui, ça veut dire quoi attendre beaucoup? C'est dire top 10 pour Lenny Martinez? Non. C'est ne pas subir les 3 semaines. Parce qu'on est sur une course de 3 semaines, donc évidemment qu'il va y avoir tout le côté récupération, stress de rouler dans un peloton de 180 coureurs. Il commence à avoir l'habitude, évidemment, mais c'est pas la même chose dans un grand tour. S'il arrive à suivre un petit peu les meilleurs de temps en temps, s'il arrive à se mettre dans une échappée, si il joue la gagne sur une étape, je pense que déjà ce sera pas mal. Maintenant, on a envie d'un peu plus, donc je sais pas, peut-être un top 15. C'est bien un top 15. Top 11, comme disent les meilleurs, un top 11. Lenny Martinez et James. D'ailleurs, je vous rappelle que Lenny Martinez a été l'invité de Saderail, donc vous pouvez. Donc il va gagner une étape. Vous pouvez écouter en replay sur YouTube, sur Deezer, je sais pas, Apple Podcast, Spotify, donc l'interview de Lenny Martinez. James, alors, on a parlé de Cannes tout à l'heure, c'est bon, tu as eu la parole. Maintenant, on va parler de son plus grand rival, Lenny Martinez. Est-ce qu'il va y avoir une bataille dans la bataille? Est-ce que Lenny Martinez va atteindre le top 10? Est-ce que tu crois en lui? Bon, déjà, ils n'ont jamais roulé l'un contre l'autre. Oui, donc mais nous, c'est trop tard. C'est trop tard. La rivalité, le on l'a duel, mis en place. Non, il ne faut pas commencer à faire des histoires qui n'existent pas. Alors déjà, il faut arrêter de lui parler de « tu vas succéder à Thibaut Pinot ». Ah ouais, mais tu connais pas les Français, toi. Non, mais foutez-lui la paix à ce gamin. Ne lui parlez pas de général. Et j'ai envie de lui dire, Lenny, si tu nous regardes, ne pense pas au général. C'est ton premier grand tour, un top 15 sur la Vuelta, on s'en fout, c'est pas grave. Fais-toi plaisir, vise des étapes, l'Angliru, c'est pour toi, c'est raide, c'est ton étape, moi je te vois gagner à cette étape-là, et pour le reste, n'écoute pas les autres, top 15, même top 10, t'en as le potentiel, hein, mais ne commence pas à te mettre la pression là-dessus, ne commence pas à subir la pression qu'on te met du peuple français, non. Pas de pression, roule, décontracte, prends une demi-heure sur une étape de montagne, c'est pas grave. Attends, tu nous embêtes avec ça. Mais il y a Kian, tu veux un top 10, mais alors Lenny Martinez, non, vas-y, prends 40 minutes dans une étape de montagne, mais par contre, va gagner Angliru pour succéder à Kenny Elissonde, bien sûr, qui a gagné. Bien sûr, voilà, l'histoire, c'est les mêmes gabarits, ils sont c'est pour ça que tous les deux, ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Et puis s'il gagne l'Angliru, son grand tour, il serait réussi. Même s'il fait 85e du général, on s'en fout. Oui. Derrière. On n'espère pas 85e quand même, un petit top ouais, 30 avec l'Angliru. Il finit 132e en gagnant l'Angliru, j'en ai rien à faire. Hein. Bon, Lenny Martinez, en tout cas, pas de pression pour James, un peu de pression pour le peuple français, c'est normal, nous on est très exigeants. Et Romain Grégoire, alors parce qu'il vient de remporter le Tour de Limousin, il va y avoir des étapes pour lui, parce qu'on sait qu'il aime quand c'est un peu vallonné, quand c'est punchy, les radars, c'est parfait pour lui. Il y a un terrain de jeu incroyable pour le français qui fait partie des plus grands espoirs du côté tricolore. Rémi, là, pour moi, je suis excité. Ça se sent pas, mais je suis excité un peu. C'est pareil, mais ouais, c'est encore plus parce que Romain Grégoire peut vraiment viser des
des étapes. Enfin, il a vraiment le potentiel et les capacités pour gagner des étapes sur cette Vuelta. Et je dis bien des étapes. Je dis pas qu'il va en gagner 3, hein, mais voilà, c'est vraiment, il va pouvoir alors se frotter au meilleur, hein, ça c'est sûr. Il manque Pogacar, certes, mais il y a quand même du beau monde à côté. Donc ça va être un vrai beau baptême du feu pour Romain Grégoire aussi. Gagner sur le Tour du Poitou-Charentes, du Limousin, c'est très bien, mais évidemment c'est pas ça qu'on attend de lui maintenant. Donc c'est bien de passer. Il arrive en confiance. Il est dans des bonnes conditions, en forme. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner face à des Roglic, des Vingegaard, des Evenepoel. Il peut gagner des étapes et je suis comme toi, je suis très très excité. Par contre, s'il vous plaît, la Groupama FDJ, ne mettez pas Romain Grégoire à rouler pour Lenny Martinez dans des étapes. De toute façon, James a dit, il peut prendre 40 minutes, il n'y a pas de problème. Romain Grégoire, James, allez, tu peux te mouiller. Je sais que tu dois bien l'aimer. Non, mais on lui met pas de pression, mais on a envie parce que. Ne mettez pas de pression à ce gamin. Mais on a plus grand chose. Ils vont tous partir à la retraite, les cocards, les démarres et tout, ils sont partis à la retraite. C'est lui ou personne. Il a réussi sa saison déjà largement. Tout ce qui peut arriver sur cette Vuelta, c'est déjà du bonus. Alors évidemment, ce sera bien de le voir dans une adversité digne de ce nom-là, évidemment. Mais attention, parce que Roglic sur des arrivées punchy, va falloir se le farcir. Parce que Romain Grégoire, on a bien compris que c'était quelqu'un qui était pour des arrivées punchy. Mais il y a quand même du niveau en face. Donc moi, je ne vois pas encore Romain Grégoire battre Roglic sur une arrivée punchy à 1 km à 14%. Je ne pense pas qu'on est encore à ce niveau-là. Mais ce sera intéressant de voir sa progression sur cette Vuelta. S'il arrive à décrocher un podium ou 2 d'étape, moi je serais déjà hyper content pour lui. Ce serait déjà pas mal vu son évolution. Et je viens de regarder un truc, c'est un truc de fou. Le contingent français, il y a plus de Français que d'Espagnols sur cette Vuelta. Vous avez vu ça ? Ah oui, alors justement, c'était l'une de mes questions dans le quiz. Il y a 30 Français pour 28 Espagnols. C'est le plus fort contingent français depuis 2016. Je viens de regarder. Ouais, c'est fou. Alors, c'est James, Tour de France en fait. C'était ma 11e question pour le quiz. Tu as de la chance, c'était ma question qui vous permettait de vous départager. Dans ce cas-là, je dis maintenant, si jamais il y a égalité, tu gagnes grâce à cette réponse. C'est quand même magnifique déjà ce que tu fais gagner. Ouais, non, et beaucoup de Français sur cette Vuelta, avec pas mal d'équipes françaises qui arrivent. Et c'est vrai que les équipes espagnoles, même invitées, il n'y a pas forcément que des Espagnols dedans. Je parle de Cara Rural aussi notamment. Avec pas mal d'étrangers. Et Cyril Barth à la Burgos que j'avais gardé pour la fin bien sûr parce qu'on va en parler longuement pour finir donc cette partie. Bon, il reste quand même le Daron Bardet quand même qui a eu une malchance terrible encore une fois sur le Tour de France avec cette chute et cet abandon. Romain Bardet top 5, top 10, c'est ça. Après, avec tout ce qu'on vient de dire avant, là, entre les Ayuso, les Roglic, les Vingegaard, les Remco, les Vlasov, les Enric Mas, bon, il y en a plein. Il y a du monde. Les Dunbar, je sais pas quoi. Il n'y a pas quelqu'un dans notre podcast qui a dit qu'il en avait marre justement de Bardet viser les top 10 sur un grand tour. Nous, il me semble que quelqu'un l'a dit. Et d'ailleurs, sur la Vuelta, la Vuelta, il lui est arrivé, bien sûr, de ne pas viser le général et de viser l'étape. Et il va gagner son étape. Et par contre, il se fait chipper le maillot de meilleur grimpeur par Storer. Ouais, avant que Storer parte à la Groupama. Voilà, tout à fait. Bon, bref, Romain Bardet est capable de le faire, mais ça veut dire que oui, on pourrait. Enfin, c'est largement envisageable, surtout si tu laisses un Max Pool par exemple plus s'exprimer sur un classement général pour voir ce que c'est, et toi avec plus de liberté. Je sais pas ce que tu en penses, Rémi. Je l'ai toujours dit, je vais James le rappeler. Oui, moi, aujourd'hui Romain il a aucun intérêt à jouer le général, à jouer la 5e ou 8e place sur la Vuelta, ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut, c'est qu'il gagne une étape. Peut-être qu'il aille chercher le maillot de meilleur grimpeur, ça fait un maillot distinctif, c'est toujours un beau truc à ramener. Mais pas plus. Ou alors, il est très fort et il joue le podium, mais je vois pas comment il peut jouer le podium avec tout l'amour que j'ai pour Romain. Je vois pas comment il peut jouer le podium avec ce qu'il y a en face. Donc, être 22e et gagner une étape, c'est très bien. Surtout qu'il avait glissé il y a... Jamais fait top 10 sur la Vuelta, attention. Oui, mais est-ce que c'est pas un top 10 de plus dans sa carrière ? Non, c'était plus pour rire. Ah ouais, d'accord. Non, pardon. Mais surtout qu'il avait glissé... avoir un petit peu moins de pression sur cette Vuelta, ça voulait tout dire. Tiens, Kevin Vauquelin pour Arkea Samsic, je ne l'ai pas noté au départ, mais vous inquiétez pas, on allait faire le tour des Français, parce que James l'a noté tout à l'heure, ça l'intéressait Kevin Vauquelin de savoir. Dans les commentaires. Oui, aussi. voilà, en plus, voilà. Donc tout était lié parfaitement. James, pourquoi tu l'avais noté ? Ah oui, tu surkiffes à ce point-là. Moi je l'aime bien. Franchement, je trouve que ce coureur a quelque chose vraiment d'intéressant parce que
j'aime beaucoup cette panoplie qu'il a. Il est complet, ce gamin. Il grimpe bien, il sait sprinter dans un petit groupe, et en plus, il a un bon chrono, un excellent chrono. Moi, il m'avait bluffé, ça s'est pas vu, au Mont Bouquet, en tout début d'année. Derrière les 4 Gugus qui se sont joués les 4 Gugus qui se sont joués l'étape où il se fait avoir, il se fait avoir, il n'est pas avec, ça arrive. Mais derrière, il est de loin le plus fort du peloton dans le Mont Bouquet. C'est lui qui arrive tout seul, on ne comprend pas une minute, là, c'est lui qui est sorti en costaud. Là, je me dis, ça y est, il est parti pour faire une grosse saison. Malheureusement, il y a eu cette blessure là. Sur Paris-Nice aussi, il a chuté malheureusement alors qu'il était, il était bien. Il y a eu quelques contretemps, mais je pense que c'est un coureur qui a quand même quelque chose sur justement à l'avenir. Je pense que sur des épreuves d'une semaine, je pense que c'est un garçon qui va faire parler de lui, c'est inévitable. Maintenant, là, sur cette Vuelta, vu son parcours dans la saison, moi, mon discours reste le même. Vas-y sans pression, tranquille, fais-toi plaisir. Vise des étapes, le général, de toute façon, vu le niveau, c'est pas la peine d'aller s'il se bat pour faire 18e ou que sais-je, ça n'a pas énormément d'intérêt. Il va justement aussi apprendre ce que c'est 3 semaines. Tous ces coureurs-là, ils n'ont aucun repère sur les épreuves de 3 semaines. L'important, c'est déjà de le terminer bien, de ne pas être cramé et de montrer l'une ou l'autre chose, et ce sera déjà pas mal. J-Choco69 qui dans le chat est en train de se moquer avec James un peu. Il a dit que tu étais un vrai coach. C'est vrai, tu donnes des consignes, tu es là, tu as dit à Lenny c'est Martinez mon côté qu'il fallait prof, faire. ça, c'est mon côté prof. Tu as dit à Lenny Martinez qu'il fallait faire et tout, tu as été incroyable. Et on termine juste avec Brian Cocard, Rémi, pour les sprints. Alors, avec les sprinteurs qui sont présents, il n'y a pas de cador, avec les profils qui souvent... lui permettent de s'exprimer avec des profils un peu vallonnés où il y a un petit groupe pour se jouer les sprints. Après cette première victoire en World Tour cette année, est-ce que c'est pas le moment de première victoire en Grand Tour pour Brian Cocard ? Si c'est pas cette année, au-delà de l'âge, etc., c'est, vu le plateau en face, si c'est pas sur cette Vuelta, ce sera quand même décevant. Je l'ai dit tout à l'heure, je donne un avantage à Caden Groves sur le papier. Mais un sprint, c'est pas tout le temps millimétré. Il n'aura pas Van Der Poel lui, pour l'emmener. Non. Et il n'aura peut-être pas la clémence des commissaires s'il met des coups d'épaule aussi, Caden Groves. Mais non, surtout, Groves, Denese semble un peu au-dessus. Mais Brian, sur un truc vallonné, même en étant mieux placé, plus intelligent, peut très bien les battre. Donc... c'est cette année ou jamais peut-être. Il est avec Davide Timolai donc pour le lancer, notamment Brian Cocard. Bon, il y a beaucoup de Français, on a dit, c'est la nation qui est le mieux représentée donc, dans cette Vuelta, 30 Français exactement. On a donc aussi du Hofstetter pour le sprint, voilà. On a du Geoffrey Bouchard pour la montagne, pour AG2R Citroën, et on a surtout Cyril Barth chez Burgos, donc qui sera peut-être d'ailleurs dossard numéro 1 de cette équipe, là aussi pour les sprints vallonnés. Voilà, on sait jamais, Cyril Barth sur un malentendu. Hugo Page pour la surprise au sprint. Bah oui, non, mais c'est vrai, Hugo Page. En plus, Hugo Page, Intermarché Circus Wanty. En plus, avec un poisson pilote comme Rui Costa. Attends, mais il y a Tixon dans l'équipe. Il va pas. Ouais. Boy Von Pompel aussi est là, bref, et Rui Costa surtout, évidemment. Dyson, dès que la route va s'élever, malheureusement, ça va être compliqué pour lui. Oui, bon, c'est vrai, mais quand même. Mais bel effectif encore chez Intermarché Circus Wanty, sans être n'oublions incroyable. pas qu'il y a que 4 possibilités sur le papier de tout plat, donc tout le monde ne pourra pas gagner cette année, malheureusement. D'ailleurs, Intermarché Circus Wanty, avec la légende Rein Taramae. Oui, bien sûr. Qui va encore partir en échappée 3-4 fois durant cette... Qui va sûrement prendre le maillot de leader à un moment donné. Et voilà, ou le maillot de leader ou le maillot de meilleur grimpeur, et qui va faire un top 5 sur une étape. Oui. Au moins, ça c'est noté, ça c'est sûr pour Rein Taramae, qui commence à se faire vieux, mais qui est toujours présent. On passe au quiz, parce que je sais qu'il y en a qui ont envie de jouer dans le chat et aussi autour de la table. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est... Bon, 10 questions sur la Vuelta, pas beaucoup de surprises. On a déjà donc la question pour se départager qui est dans la besace de James, puisqu'il a répondu à la question sans faire exprès. Ça fait du bien d'avoir un point bonus, de toute façon je vais quand même me faire étaler. Bon, alors, parce que t'as peut-être pas révisé ta Vuelta. Bon, c'est sur les non, j'ai rien révisé, je suis trop nul, je suis toujours trop lent en ces jeux-là. Bon, à moins que le questionnaire soit vraiment... allez, en ma faveur, je sais pas, mais...
Non, il n'y a pas beaucoup de questions sur Remco. Mais il y en a pour les Français et les Belges. Non, le chat peut jouer, bien sûr. Vous pouvez répondre dans le chat et j'arrête au moment où vous répondez. Vous avez ce petit délai qui permet à nos experts d'avoir un petit temps d'avance. Et heureusement pour eux. Alors, première question. Il y en a 10 au total. Pouvez-vous me citer 3 coureurs du top 10 2022 hors podium? Bien sûr, ce qui est trop facile. 3 coureurs. Vous me les citez d'un coup, je veux pas un par un. Vous faites top, vous faites les 3 et c'est terminé. 3 coureurs. On a parlé. Il y a eu des noms. Non mais alors je viens de dire, tu me fais les 3 d'affilée, toi tu m'en sors un à chaque fois. Alors, pareil dans le chat, je veux les 3 d'affilée, sinon ça ne compte pas. Je sais pas, moi. Almeida, je vais en dire 3 d'affilée. Alors, t'as dit Almeida, Vlasov, Carty. Non, tu as un seul le bon. Voilà, je m'en doutais. Almeida, Rodriguez, Carty pour Almeida, Adrien. Trop tard, c'est terminé. Le chat vient de marquer le premier point. Donc, il y avait donc Miguel Angel Lopez. Il y avait Almeida. Ah oui, Arensman, Rodriguez, O'Connor, Uran et Hindley. Voilà donc pour le top 10 de l'année dernière. Oui, O'Connor dans le top 10 l'année dernière. Oui, bien sûr, en 8e position. Deuxième question. Qui était le premier leader l'an dernier de la Vuelta? C'est pas facile. C'est Gesink, c'est une bonne réponse pour James. C'est pas facile. Bravo, c'est Robert Gesink avec le contre-la-montre par équipe remportée. Il va récidiver cette année. Ouais, et vous vous souvenez, il s'était passé le maillot jour après jour. C'était une petite blague qui n'a pas fait rire tout le monde. Troisième question, donc un point pour James, un point pour le chat. Troisième question, quels coureurs, avec un S, ont claqué 3 étapes l'an passé? Quels coureurs? Remco et Molano. C'est ni l'un ni l'autre. Quel coureur avec un S ont claqué 3 étapes l'an passé? 2 profils bien différents. Un grimpeur, un sprinter. Oui, je vois. Non, mais tu peux continuer, James, vas-y, parce que... G-Vine Non, c'est une mauvaise réponse. Oh bah, je suis vraiment nul, c'est catastrophe. C'est pas possible, j'ai plus aucun nom. Alors, on a les 2 noms dans le chat, mais il me faut les 2 noms côte à côte. Ça a été donné, donc il faut les 2 coureurs qui ont remporté 3 étapes l'année dernière. Allez, vous les avez, vous êtes presque là. Dans le chat, ça va le donner très vite, vous allez perdre. Alors, Caden Groves. Allez, c'est bon, James, arrête de dire n'importe quoi. J-Choco69 qui a donné les 2 à la suite. Carapace Pedersen, Mats Pedersen qui a remporté 3 étapes aussi l'année dernière. Carapace, les 2. J'avais plus. 2 pour le chat, 1 pour James, 0 pour Rémi. Ouais, je suis bien. Alors, bien. L'année dernière, il y avait une victoire d'une équipe française. Quelle équipe française a levé les bras l'année dernière? Et avec qui, pour un petit point bonus? Cofidis, c'est une bonne réponse, James. Avec quel coureur? Ouais. Un des 2 Errada, certainement. Et je veux savoir. Alors, du coup il faut le moins mauvais. Jesus Errada, bien sûr, ça fait 2 points pour James. Allez, on lui accorde. 3 points pour James, 2 points pour le chat, 0 pour Rémi. Le chat qui avait aussi donné la bonne réponse juste derrière. Edgar 52 notamment. Dernier. Alors, non, pardon. Quel est le plus jeune coureur de cette Vuelta 2023? J'ai regardé la liste encore pendant le podcast. Alors, si je donne cette question, c'est parce que la réponse est assez... c'est Lenny Martinez, mais malheureusement, Edgar 52 avait répondu juste avant Lenny Martinez. Donc, pour la réponse, c'est lui le coureur le plus jeune de cette Vuelta 2023. 3 pour le chat, 3 pour James, 0 pour Rémi. C'est encore possible de revenir dans la partie. Dernier vainqueur d'étape français. N'oublie pas que j'ai un point de bonus. Et dernier... Non, c'est en cas de... Si jamais on se départage. Dernier vainqueur d'étape français. Dernier vainqueur d'étape français, s'il vous plaît. Sur la Vuelta, évidemment. C'était il y a 10 ans, non? Arrête. David Gaudu? Non, pas David Gaudu. Et déjà, plein de réponses dans le chat. J'attends juste... je sais que vous ne le voyez pas, donc ne trichez pas. Vous n'avez pas d'idée? C'était 2000. Non. Bon, non. C'est en quelle année? Juste pour... 2021. C'est Romain? C'est pas Romain Bardet, c'est juste après lui. C'est Clément Champoussin. C'est quand même un point pour le chat, merci. Oui, bien sûr. Ils ont été bien plus rapides depuis. Ça fait une demi-heure qu'ils ont trouvé exactement. 4 pour le chat, 3 pour James. Attention à ne pas se faire battre par le chat aujourd'hui. 0 pour Rémi encore. Avant Remco, tiens, question Belgique. C'était qui le dernier vainqueur d'étape belge? Thomas de Gent? Ce n'est pas Thomas de Gent. Shit que mes copains, de toute façon, dans cette truc.
Bah, c'est un coureur très connu, hein. C'est assez simple, je dis assez simple. Paul Entier, on dit dans le chat, pour Edgar 50, c'est excellent. Et c'est un coureur qui est très connu, c'est pour ça que je vous le donne. Et encore une bonne réponse d'un mec qui a bien révisé sa Vuelta dans le chat. C'était Jasper Philipsen, donc, qui a remporté. Ah, mais oui, une évidemment, étape. imbécile. Ben oui, qui a remporté une étape en 2021, puisqu'en 2022, il n'y avait que Remco de mémoire. Je me souviens plus exactement. J'ai pas noté. 8e question, donc toujours 5 points pour le chat. James, tu es le seul à pouvoir revenir dans la partie. 8e question. 2 grimpeurs surprises ont gagné 2 étapes de montagne en 2021 et 2022. Coïncidence, ils étaient de la même nationalité. Laquelle ? Australienne, bonne réponse pour Rémi. Donc, Storer et Vine qui ont remporté. Oui, bah, non, tu as eu le délai de ton micro merdique. Mais comment tu veux que je fasse le chat si tu me donnes pas les points qu'il me faut? Peut-être on cumulera les points de vous deux pour confronter au chat. 9e question. Qui a remporté le plus de victoires cette saison? S. Primož Roglič, S. Jonas Vingegaard. Vingegaard. C'est Vingegaard qui a remporté le plus de victoires cette saison. 13 victoires pour le Danois, 12 pour le Slovène. T'es pas aidé par tes réponses, James. Allez, dernière question. 2 points pour Rémi. Donc c'était 4 points pour James et 5 points pour le chat. Je ne savais même plus. C'est pas grave. Là, on a 6 à 2. Ça fait 11 au total, mais il y a un point bonus. Donc, il y a le point bonus, oui, c'est vrai. Bonus, ça fait 10 du coup. Ça fait 10, donc tu vas dire que tu n'en as que 3. Alors voilà, c'est bon, merci pour le calcul. Dans l'histoire, 3 coureurs ont été champions du monde du chrono et ont remporté la Vuelta la même année. Attention, ça ne veut pas dire qu'il avait été champion du monde avant, parce que évidemment, cette année, ça a changé. Mais la même année, ils ont gagné Vuelta et chrono, les mondiaux de chrono. Donnez-moi-en un. Jalabert, c'est pas bon. Non. On a donné aussi dans le chat Jalabert. Ce n'est pas bon. 3 coureurs. Il est nul, Jichoko 69. Jichoko 69. Indurain. Qui a donc remporté permis au chat de remporter ce quiz. Réponse Abraham Olano en 1998 fait partie des coureurs qui ont fait le doublé. Yann Ulrich. On peut dire que c'est une victoire haut la main. Oui, haut la main. Yann Ulrich en 99. Zoule en 96. Ah oui, bah attends, à ce moment-là, si tu l'étais pas, Eddy Merckx, on me dit. Alors que les championnats de chrono, je crois que ça date des années 90. Hein. C'est 94 le premier. Voilà, et donc, alors, un seul a remporté la Vuelta avec le maillot de champion du monde sur les épaules de chrono, bien sûr. C'est Zoule, vainqueur en 97. Peut-être bientôt. Remco Evenepoel, voilà pourquoi j'ai fait cette question. Il a eu. Il peut même pas rouler avec son maillot lors du chrono d'ouverture par équipe, c'est un scandale. Parce qu'on peut pas rouler avec son maillot de champion de chrono c'est pas normal. Je sais pas. Ou alors il faudrait un. Tu sais, si l'équipe ou alors dans ces cas-là, l'équipe qui est championne du monde a un maillot distinctif dans ces cas-là. Ou la nation, par exemple. Je sais pas. Mais la nation, comment tu fais? Parce qu'après, il y a tellement peu de chrono par an, le mec il peut pas le montrer souvent son maillot. Qu'est-ce que ça fait, quoi? Écoute, ça c'est encore un autre débat. Mais avons-nous le temps pour ce débat? La réponse est non, puisqu'on va vite fait faire les paris. C'est même pas vrai. Bon, voilà, les paris sur la Vuelta, vous l'avez deviné. On va prendre déjà très simplement vainqueur du chrono par équipe. Voilà, tranquillement, on va le noter. Et ensuite, un petit podium ou un vainqueur, tout ce qui est possible sur la Vuelta, un vainqueur du classement par points, un meilleur grimpeur. Le pari que vous voulez. Du coup, alors, vainqueur du chrono par équipe. On a donné les équipes tout à l'heure à Barcelone, donc, qui est donc potentiellement votre favori de ce chrono de 14,8 km autour de la ville catalane. Rémi. La Jumbo Visma. Alors, je vais regarder les cotes, mais je pense qu'à mon avis... Ça ne va pas être très élevé. Ça va pas être très élevé. Qu'est-ce que tu... De quoi? La cote, 1,90. Ah, merci, 1,90. 1,90, donc pour nos amis français. Voilà. Ah, pardon, excusez-moi. Ah non, c'est plus... Ah, je crois que tu t'es loupé. Ok, alors, du coup, James, tu donnes qui? Moi, j'aime le sport, j'aime le fun. IF, Education, j'en ai parlé. À 61, chrono d'ouverture, grosse cote pour commencer. Voilà. Ok, très bien. Je crois pas, mais on aime le sport. Dans le chat, on me dit Jumbo Visma de loin et tout. C'est vrai que ce sont les favoris. Je trouve normalement, oui. À 1,90, franchement, je trouve que ça va. On peut mettre une petite pièce dessus. C'est 1,90 Jumbo,
2,20 Ineos, et après c'est 11, 16, etc. On a toujours peur de Ghana. Quand il se met en route, c'est vrai que ça peut être difficile, surtout un chrono aussi court. Ensuite, alors, vous avez la possibilité de parier sur tout ce que vous voulez, enfin, pour cette Vuelta. On donne quand même le vainqueur, et après, vous mettez un petit podium, si vous voulez. Le vainqueur de l'année 2023, Rémi, quel est ton grand favori, celui que tu vas mettre un petit peu de rond, et après, tu feras un petit pari fun si tu veux. Alors, je vais dire Primoz Roglic pour la victoire. Ok, qui a 3,50. Et je vois 3 victoires françaises minimum. 3, alors, dans le chat, on a donné 4 victoires françaises minimum. Je vois pas le... Oh là là. C'est arrivé en 2000. Vous avez bien joué, les gars, dans votre podcast, là, super. 2021. L'enflammade est bien passé. Super, 3 victoires, carrément. 2021, on a fait 3 ou 4 de mémoire déjà. Champoussin, Bardet, il y avait qui d'autre? Et il y avait Champoussin, Bardet. Alors, je vais chercher en attendant que James donne les paris. Je vais te donner juste derrière. Moi, je me souviens de 2000. Donc, attends, quoi? Il faut chercher quoi comme cote? Alors, donne-moi le vainqueur et puis ensuite. S'il est à son niveau du Tour de France, Vingegaard à 2,20, c'est bon, quoi. Ok, Vingegaard à 2,20, c'était Sénéchal qui avait remporté une étape, donc Bardet, Sénéchal, Champoussin en 2021. On l'a fait médisant, James. Du coup, ok, victoire de Jonas Vingegaard, donc, qui est le favori de cette compétition. Moi, je l'ai à 2,25, mais 2,20, c'est pareil. Et donc, et pour un petit pari un petit peu fun, voilà, parce qu'il faut toujours faire ça. Alors, le pari fun. Alors qu'on me propose la cote de l'Aigle des Rentals, donc Wout van Aert, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas ce surnom inventé par Anthony Nicolas. Elle est à combien? Deuxième, elle est à combien? Ça, c'est sûr. Écoutez, la cote fun, je ne sais pas si c'est fun, je ne sais pas si je le fais par amitié, mais Brian Cocard à 6 pour le classement par points. Ah, ça me plaît beaucoup. C'est vrai qu'il est à 6. Brian Cocard, donc vainqueur du classement par points. Et moi, je vous donne Geoffrey Bouchard, meilleur grimpeur de cette Vuelta. Il est à 10, lui qui l'a remporté en 2019 de mémoire, mais I'm not sure. Voilà, c'est terminé pour cette émission, cette preview donc, de la Vuelta 2023. J'espère qu'on a été complet. J'espère que vous avez pris un petit peu de plaisir dans cette émission. On se retrouve normalement pour les jours de repos, comme tous les grands tours. On sera présent pour débriefer ces semaines de Vuelta, et on se retrouvera à la fin pour un grand débrief. Et puis la saison de vélo s'arrête bientôt, mais il y a quand même Paris-Chauny dans pas très longtemps. Salut à tous. Salut.